propriétaire foncier, le vide, c'est une catastrophe. Le vide, ça n'existe pas. Les espaces de respiration gérés, c'est parfait. C'est exactement ce qu'on cherche. On cherche à avoir toujours, le truc, c'est avoir un maître des lieux. Il ne peut pas y avoir de vide. Il ne peut y avoir que des espaces de respiration de la ville, mais qui eux-mêmes ont une valeur. Parce qu'ils interagissent avec les pleins qui sont extrêmement denses. La notion de vide, elle est utilisée par opposition à la notion de plein. En contexte urbain, on va parler de vide dans des espaces ouverts. Donc ça veut dire que ça peut entendre une grande diversité d'espaces, allant des friches, pour les espaces, on va dire, les plus indéterminés, jusqu'à même des espaces de parcs ou de jardins, voire de l'espace urbain de manière générale. La manière dont je les définis, c'est justement ces espaces indéterminés qu'on va trouver dans l'espace urbain, qui font l'objet souvent d'une transition, c'est-à-dire d'une période de passage d'un état vers un autre. Et c'est ce qui définit justement la friche. C'est-à-dire qu'on va avoir un lieu qui est occupé par telle ou telle activité, qui le sera de nouveau plus tard, suite à une certaine forme de transformation, et qui connaît ce moment intermédiaire, cette phase ou cette période de vide. Il va y avoir plusieurs possibilités de naissance du vide, ou du moins de son apparition. C'est-à-dire qu'il va y avoir des espaces qui finalement semblent vides parce que tout ce qui est autour d'eux a changé et que l'activité qui auparavant l'animait n'existe plus. Typiquement, quand vous avez une terre de maraîchage en friche, vous aviez un territoire tout autour qui lui aussi était de maraîchage et qui a été grignoté lentement et sûrement, construit et bâti, et qui fait qu'un jour, la raison économique de son fonctionnement, c'est-à-dire la production maraîchère, n'existe plus. La terre, elle, demeure, mais la friche s'installe, c'est-à-dire l'espace de vide se crée là où en fait l'activité disparaît. Ça, c'est une première chose, c'est-à-dire une naissance par mitage urbain, c'est-à-dire grignotage des terres autour. Et sinon, il va y avoir tout simplement un des phénomènes les plus habituels qui est qu'on va avoir un départ de l'activité. Typiquement, une industrie qui a été occupée pendant 20, 30, 40 ans. L'entreprise s'en va, elle se délocalise ou encore elle arrête son activité. Le bâtiment reste vide pour cette raison. Donc il y a toujours une dynamique d'abandon qui caractérise le vide. Toute cette gestion du vide et ce lien au vide, en effet, a créé une économie d'aujourd'hui avec des acteurs qui sont des propriétaires, qui ont à disposition ce vide, et historiquement, même toujours, des acteurs qui sont sur le terrain et qui ont besoin d'occuper ce vide, notamment au début pas mal par le squat, par pas mal de thématiques. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de lieux qui se construisent en lien direct avec le propriétaire. Il y a les conventions d'occupation précaire, temporaire. Il y a eu les cadres qui sont un peu assouplis pour pouvoir permettre les occupations légales, avec tout ce que ça influe de domestication de la contre-culture et autres. Mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup plus de liens qui se font, et du coup, entre les acteurs qui sont vraiment les acteurs de terrain associatifs ou les artistes et autres, et les propriétaires, on voit qu'il y a des agences un petit peu d'intermédiation qui existent, comme OnCodes, comme Plateau Urbain, comme Yes We Camp, comme pas mal de structures qui sont aujourd'hui spécialisées autour de ces secteurs. Et on voit qu'il y a une économie du vide qui existe, mais maintenant qui profite à la fois aux propriétaires, évidemment parce qu'ils valorisent leurs biens, et du coup, ils évitent des pertes, voire ils se font de l'argent dessus. Et des acteurs qui accèdent au foncier pour pouvoir développer leurs projets. Ici, on a créé 8 emplois, ça a créé une économie. Et des acteurs entre deux qui permettent de faciliter et de pouvoir communiquer. Depuis justement la fin de l'industrie, en tout cas la fin de la grande période d'or de l'industrie, on s'est retrouvé face à un parc, entre guillemets, d'espaces vides et de friches extrêmement important qu'on n'a pas su régénérer, entre guillemets, naturellement. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des espaces qui un jour ont été abandonnés, qui ont été laissés pour vide, qui ont fait l'objet donc d'une sorte de réintroduction dans un cycle naturel de transformation de la ville. Et la période industrielle a amené un immense parc de friches et de vides, et c'était une des premières fois où le cycle, entre guillemets, spontané de l'économie urbaine n'a pas réussi à les réinjecter dans la transformation. Donc on s'est retrouvé donc là avec un très grand nombre d'espaces
qui n'ont plus été considérés comme des recoins un peu poétiques de terrain vague, etc., mais véritablement comme un fléau urbain dont on ne savait pas quoi faire. Ensuite est revenu, à partir des années 80, 90, une période où ces délaissés, ces espaces apparaissaient de nouveau comme des qualités de l'espace urbain, justement liées à des nouveaux modèles, à savoir le fait que la ville d'aujourd'hui est considérée comme étant désirable quand elle est compacte, quand elle est dense. Et donc ce vide-là est un espace de respiration, un espace de vie, un espace finalement aussi où se déploient différentes pratiques sociales, la promenade, le jardinage, des espaces où on peut donc agir. On est actuellement sous le périphérique, dans un espace un peu ingrat. On a mis en place l'ouverture à l'art. Au départ, ici, on est dans des espaces qui ne sont pas accessibles au public. On a voulu rendre accessible. Donc on a défraîchi, on a apporté un espace un peu qui ressemble à un parc, mais qui est spécialement et spécifiquement dédié à tout artiste de tous bords, notamment les graffeurs. Au début, effectivement, c'est un espace qui est vide, parce qu'il est peu fréquenté, qu'il n'a l'air personne et que on passe devant sans prêter attention à ces espaces-là. Malgré tout, il y a une vie dans ce vide qui s'y apprête, puisque tous ceux qui sont, on va dire, pas dans la marge et qui veulent s'exprimer, trouver un lieu en fait où ils se retrouvent, hormis quand on sort de chez soi, on n'a pas d'espace à soi. Et ici, il y avait ce grand vide à occuper. Les personnes qui viennent pour profiter de ce moment de plénitude dans ce vide qui les remplit d'imaginaire, qui les emmène à travers les œuvres qu'il y a sur les murs, à éveiller un peu le rêve et la magie. I'm just trying to make my bread and feed the fam. These fuckboys need to grow up like Peter Pan. Sometimes I get so high. Aujourd'hui, il y a justement ce que moi j'ai appelé dans ma thèse une confusion des intentions. Parce que du point de vue des politiques publiques, il y a une démultiplication des enjeux autour de ces espaces. Ils vont être à la fois un danger, un fléau sur le plan de sécurité ou encore d'enjeux techniques ou d'économie. Ils vont être aussi des lieux d'opportunité pour des riverains, des voisins, des passants, des espaces de jardinage. Et ils vont être également des lieux de spéculation, ou du moins en tout cas où on projette un avenir de construction de la ville. Et il y a une incompatibilité de l'ensemble de ces dynamiques. On ne peut pas être dans un espace qui est à la fois dérangeant, accueillant, désirable, etc. Et c'est là-dessus que se créent aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler des contradictions dans les politiques publiques, puisque la démultiplication de ces axes amène à une incapacité à choisir. Le vide a nécessairement sa place dans le milieu urbain dense. On est dans des espaces, notamment sur Paris et sur la première couronne, qui se sont densifiés énormément et pour lesquels on n'a pas de véritable modèle économique pour le valoriser. Paradoxalement, quand on est en très grande couronne, on est dans des espaces dont on ne voit pas encore bien la vocation. On sait qu'ils vont être absolument indispensables, notamment dans le cadre du ZAN, de zéro artificialisation nette. Donc ceux-là, on les regarde avec beaucoup d'attention. Et puis, quand on est dans Paris Intramuros, l'exemple, c'est très récent qu'on a eu sur des terrains qui sont attenants à la petite ceinture, qui s'appelle le cours de Vincennes, où il y a une pression très forte des pouvoirs publics et des riverains pour y réaliser des espaces verts, et pour autant pour lequel l'équilibre économique est très difficile à trouver pour le propriétaire. Qu'est-ce qui justifiera qui vendent pour faire un espace vert si cet espace doit être vendu, par exemple, au prix du mètre carré décoté en raison des abattements qui sont habituellement pratiqués, notamment par les services fiscaux sur ce type de terrain. Pour nous, c'est très important de faire comprendre aux pouvoirs publics et aux concepteurs que ces espaces naturels ont vraiment une valeur. Et cette valeur, elle doit être prise en considération pour le projet urbain, mais aussi dans l'économie pour le propriétaire. On voit qu'il y a eu un mouvement en effet, une économie du vide qui s'est créée, une popularisation aussi de ces formes d'occupation, qui fait qu'il y a un peu un gros boom. Et là, on est dans une période vraiment d'essor de ces tiers-lieux, de ces formes d'occupation temporaire ou pérennes, mais en tout cas, il y a vraiment un mouvement au-dessus des essors qui est aussi très lié au phénomène de « OK, on se rend compte qu'il y a de la vacance ». On se rend compte maintenant que c'est pas normal aussi. Il y en a toujours eu de la vacance, mais maintenant de se dire « OK, on fait de la vacance alors qu'il y a des artistes ou des artisans qui n'ont pas d'atelier, ou alors il y a des personnes qui sont dehors, dans la rue, OK, peut-être qu'il y a un truc à faire. » Mais il y a une économie
foncière qui existe là-dessus. Laisser un bâtiment comme ici, sans redevance pendant des années, ça ne serait pas rentable pour le propriétaire, qui a acheté le bâtiment plusieurs millions, qui paye la taxe foncière, et du coup, en fait, il perdrait de l'argent. Du coup, lui, sa volonté, dès qu'il peut, ça va être de pouvoir faire un projet immobilier. Donc, ça va être de raser, reconstruire et faire son projet. Dans cette économie du vide, il y a aussi une grande précarisation des acteurs avec des promoteurs ou collectivités qui mettent des loyers très chers sur des bâtiments qui ne sont pas du tout en état. Donc ça veut dire que c'est les collectifs qui doivent tout rénover, tout faire, construire leur modèle économique sans aucune subvention, sans aide et en plus payer une redevance haute. Alors que ces projets permettent de rendre service aussi aux propriétaires. Et du coup, nous, on a pu construire un vrai projet avec Sopic. C'est-à-dire que nous, on est arrivé, on a fait une étude, on a dit voilà, ce bâtiment, pour qu'il soit en état, il y a au moins 170 000 € d'investissement à faire pour le mettre aux normes pour la sécurité publique, pour pouvoir refaire les armoires électriques et autres. On a dit, nous, on n'est pas en capacité de porter ces 170 000 €. Du coup, on voudrait que ce soit vous qui les portiez. Et du coup, Sopic a investi 180 000 € première enveloppe. Et en plus, ils ont refait la toiture plus des démolitions. Donc, ils ont investi 250 000 € dans le projet, sans demander de redevance, on ne paye pas de loyer, sans demander de remboursement, parce qu'ils sont convaincus dans l'opportunité de développer un lieu comme ça, du coup, des économies que ça leur fait aussi, parce que du coup, on occupe ce lieu. Et du coup, on a pu vraiment renverser un petit peu cette relation, ok, le propriétaire a un peu très dominant sur les acteurs, à là se mettre, non, on co-construit ensemble, on fait un projet. Je dirais que le vide, il profite à toutes les personnes qui souhaitent l'occuper, avec toutes les limites que produit aujourd'hui plusieurs phénomènes. Le premier, c'est la sécurisation de l'espace urbain. On est quand même aujourd'hui dans une période des politiques publiques et aussi de la privatisation de la production urbaine, où en fait on a tendance à fermer et à sécuriser plus. C'est-à-dire qu'on va empêcher un certain nombre d'accès, parce qu'il génère ce qu'on appelle des enjeux de gestion. Là, entre guillemets, le cycle naturel, c'est que justement dans cet espace de transition, il va y avoir aussi une présence végétale très forte, une présence spontanée. Et de la même manière, même si l'analogie peut être un peu douteuse, on va avoir des présences sociales qui ne peuvent pas se déployer dans l'espace public quand celui-ci est aménagé et qui trouvent refuge en fait dans ces espaces de vide. Donc le vide profite à ça, à ces personnes, à ces présences. Et d'autres manières, il va profiter aussi à des économies, tout simplement, des économies de la production urbaine. Tout espace vide est un espace convoité en milieu métropolitain. Donc le vide profite aussi à celui qui sait se saisir de cette ressource. Aujourd'hui, le vide en milieu urbain, il est très vu comme une phase temporaire. C'est-à-dire, ok, c'est vide le temps d'un projet. Vite, il faut qu'on construise, vite, il faut qu'on démolisse, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est vraiment le cas, surtout avec l'industrialisation, avec même en ce moment le Grand Paris, avec les JO, tout ça. On se dit, en fait, il ne faut pas laisser de vide. Il faut qu'on puisse identifier. Plutôt que repartir à zéro à chaque fois, de démolir, de repartir, est-ce qu'on ne peut pas tester les choses? Donc l'occupation temporaire, ça permet de créer quelque chose sur cette phase d'urbanisme transitoire. Mais nous, plus qu'un urbanisme transitoire, on parle d'urbanisme de transition. Comment est-ce qu'on fait la transition vers du vide, vers un projet pérenne? Je pense que le vide, il relève beaucoup de représentation. En tout cas, moi, dans mes travaux, j'ai vraiment voulu mettre ça en évidence. C'est-à-dire qu'en fonction de la personne à qui vous parlez, un espace peut être vu comme vide, alors que d'un autre côté, il va être perçu au contraire comme un puits de ressources, comme un espace essentiel au quotidien, à sa vie quotidienne, mais aussi à son bien-être, à sa qualité de vie ou encore à des relations de voisinage. Ce qui va caractériser le vide, c'est surtout son indétermination. C'est le fait qu'on ne sait pas vraiment à qui il appartient. Pour moi, il crée une brèche tout simplement dans l'espace urbain qui l'amène à être généralement en dehors du contrôle ou de la gestion. Et à partir du moment où on essaye de le saisir, où on essaye de le cadrer et de l'empêcher, on perd cette indétermination. Et donc, ce vide s'arrête. Et je dirais que c'est absolument essentiel de garder en tête que vraiment, quand quelqu'un voit du vide quelque part, d'autres y voient autre chose. Et c'est vraiment cette prise en compte des regards et des représentations qui est essentielle aujourd'hui.